Je vous souhaite un bon début d'après-midi pour ceux et celles qui sont au Québec. 14 heures tapant. Je veux saluer, oui, dis-je bien, à tous nos amis qui se sont connectés de la France. On voyait de la Belgique aussi tantôt, du Maroc, donc avec un 6 heures de plus dans le corps. Je ne sais pas si vous comprenez cette expression-là, les amis français, avoir 6 heures de plus dans le corps. Donc, il est 20 heures chez vous. Je ne sais pas si vous êtes en mode pyjama ou non. Vous semblez assez chic quand même. Merci de prendre le temps d'être avec nous cet après-midi. Je me nomme Maxime Laflamme. Je suis gestionnaire de projet à Fadio et je serai votre maître de cérémonie pour cette semaine de la formation à distance, spécifiquement pour cet atelier de cet après-midi. Très content, là, on a plus de 125 participants d'arriver, ça continue de rentrer. Merci vraiment beaucoup de prendre le temps et de nous accorder votre confiance pour votre développement professionnel. Sans plus tarder, je vais vous présenter le plat principal de cet après-midi. L'atelier qu'on va vivre ensemble s'appelle Enseigner à distance la pédagogie des petits pas avec une femme de terrain. Vraiment, comme j'aime l'appeler, elle s'appelle Marie Soulier. Elle est professeure de français à Orthez au collège Daniel Argotte. Démarré son apprentissage de classe inversée, parce que oui, on va parler de classe inversée, déjà depuis 2010, donc je pense qu'on peut parler de pionnière en classe inversée. Elle est autrice du livre Enseigner en classe inversée, publié aux éditions ESF. Elle est également consultante en pédagogie active et en éducation au numérique. Donc, sans plus tarder, je vous laisse entre les mains de Madame Marie Soulier en vous souhaitant un excellent atelier. Eh bien, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux. C'est pour nous une heure tardive, certes, mais autant de participants, c'est vraiment pour moi tout à fait exceptionnel. Alors, merci déjà aux organisateurs de m'avoir invité. Ça fait un petit moment que l'organisation m'a contactée, donc j'ai eu le temps de bien préparer, je l'espère en tout cas, et satisfaire vos attentes sur cette fameuse pédagogie des petits pas. Donc, sans plus tarder, je pense que je vais procéder au partage de l'écran et le lien de cette présentation vous sera, je pense, mise à la fin sous forme donc de lien. Et puis, vous avez également, je pense, à un moment donné, un accès où vous aurez aussi une version PDF, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, cette pédagogie des petits pas, on va rester ensemble pendant une heure. Donc, je vais essayer de vous l'illustrer. Elle repose, comme l'a dit Maxime, je suis une femme de terrain et j'aime beaucoup d'ailleurs quand on le précise, parce que même si je fais beaucoup de travail de recherche sur la classe inversée, je reste en classe et encore cette année, j'ai 2 heures de classe à charge, donc l'équivalent d'élèves qui ont entre 12 et 14 ans. Et j'enseigne donc dans le tout au sud de la France, pas très loin de l'Espagne, à vrai dire, on est à 2 pas de l'Espagne. Pour vous situer et peut-être pour expliquer peut-être la présence de mon accent que vous avez certainement repéré assez rapidement. Alors, cette pédagogie des petits pas, c'est comme ça que je l'ai notée et c'est comme ça que je l'ai annoncée. Alors quand? Eh bien, l'idée m'est venue de l'appeler ainsi, parce qu'on a eu cette longue période de confinement avec cet enseignement qui a été complètement bouleversé en France, mais pas que, j'imagine aussi, chez vous. Et nous, par contre, c'est vrai que ça a été parfois extrêmement compliqué parce qu'on n'y était pas préparé. Hein. L'enseignement avant la crise sanitaire restait à 100% présentiel, en tout cas dans l'enseignement secondaire, l'enseignement primaire et l'enseignement secondaire. On était vraiment resté sur ce paradigme-là. Aussi, pour vous dire un petit peu ce qui s'est passé après, on y est resté encore, on y est revenu. Hein, et c'est vrai que les leçons de cette crise, ben, on a tiré quelques leçons, mais on est quand même resté très, très attaché à la présence des enfants face aux professeurs. Et du coup, cette pédagogie des petits pas, eh bien, ça a été pour moi d'abord, comme vous le voyez sur cette première diapositive, une période un peu difficile. Hein. Voilà pourquoi je l'ai un petit peu symbolisé par cette personne, cette silhouette qui est un petit peu en déséquilibre.
Alors évidemment, cette silhouette, c'est le professeur d'abord, on va en parler, hein, comment on se prépare à ça, comment on engage ses élèves dans cette pédagogie à distance, surtout notamment quand on ne l'a pas choisi au départ. Et puis aussi, ben, ce déséquilibre, il faut assez vite le rétablir parce que malheureusement, lorsque le professeur est en déséquilibre, eh bien souvent, les élèves sont également en position de déséquilibre. Alors, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est tout simplement d'adapter cette pédagogie active que je mettais en place et que je continue à mettre en place depuis 2010. Donc, comme me l'a dit Maxime, j'enseigne depuis 2010 en classe inversée avec vous allez le voir, un modèle et un protocole qui est assez personnalisé. Donc, cette pédagogie qui s'appuyait beaucoup sur la collaboration des enfants dans la classe ou la coopération ou tout simplement l'activité, eh bien, forcément, avec la crise, cette pédagogie a dû être repensée. Alors comment, et c'est bien ce que je voulais, c'était de continuer à engager mes élèves dans une pédagogie constructive tout en étant à distance. Et comment également, on le verra sur la dernière partie de ma présentation, comment on arrive à recréer finalement ce lien social qui est quand même assez propre à l'école hein, et qui est vraiment important aussi, on le sait aujourd'hui, par la construction aussi de ces relations entre pairs, qui est extrêmement importante. Comment on arrive à recréer cette dynamique lorsque les enfants sont chez eux derrière un écran. Donc, pour illustrer mon propos, je partirai sur deux grandes parties. Dans un premier temps, nous verrons de manière, pour que vous puissiez aussi vous projeter de manière détaillée, on verra un scénario. Donc, je vais vous apporter en fait carrément une séance inversée à distance avec un engagement des élèves. Donc là, d'abord, dans un premier temps, une mise en pratique, une mise en lumière, un exemple. Et ensuite, on passera à une deuxième partie qui est, à mon avis, intéressante aussi. C'est quels gestes professionnels peut-on avoir lorsqu'on a envie de faire cette pédagogie active à distance. Alors, des petits pas, certes, des déséquilibres, oui, souvent, parfois même des chutes, on le verra. Je ne vous cacherai pas aussi mes échecs, parce qu'il y en a eu, mais à chaque fois, retrouver le fil, rester sur le chemin, de manière à ce qu'on puisse aussi, comme je l'ai dit, ne pas laisser certains enfants en dehors de la zone d'action et garder donc le cap, quelles que soient d'ailleurs les échéances qui nous sont proposées. Voilà pourquoi je l'ai appelée cette pédagogie des petits pas. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. J'ai commencé d'abord quand on a donc décidé à un moment donné de dispenser les cours à distance, parce que les écoles fermées, hein, on n'a pas eu le choix. J'ai commencé d'abord par faire un petit audit personnel. C'est-à-dire au sein de mon établissement, on a eu une première visio entre enseignants et j'ai essayé de voir par rapport à ce que proposaient mes collègues, à quel niveau j'allais pouvoir me situer. Parce que forcément, j'avais quand même quelques références sur la mise en activité, mais j'étais loin d'être une experte sur l'enseignement distanciel. Alors, qu'est-ce que j'ai pu constater? J'ai pu constater que bien souvent, on a donné des animations de classe virtuelles. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des enseignants qui ont pris l'emploi du temps de l'élève, hein, tel qu'il était distribué en début d'année. Et sur les heures des disciplines, on demandait aux jeunes de se connecter sur une plateforme qui fonctionnait plus ou moins bien, peu importe. Là, on reproduisait en fait exactement ce qui se faisait en classe. C'est-à-dire le professeur face à sa webcam, qui dispense le cours, qui partage son écran avec son visuel, ses diaporamas, etc. Et puis, en face, de l'autre côté, à distance, un mur d'écran, alors souvent noir, hein, parce que les enfants ne mettaient pas forcément les webcams, et ça, on peut le comprendre, extrêmement silencieux, un peu comme vous aujourd'hui, hein, et parfois aussi très passif.
Donc, finalement, on retrouvait une posture plutôt de réception des enfants qui étaient là, qui écoutaient. On ne savait pas trop s'ils écoutaient et s'ils comprenaient, mais en tout cas, on avait ce cas de figure. Et ça, j'ai pu l'observer. On a aussi donc des collègues qui ont plutôt envoyé des fichiers. Donc, eux, ils ne voulaient pas tellement les classes virtuelles. Ils sont partis plutôt sur j'envoie des fichiers, j'envoie des textes, j'envoie des diaporamas, j'envoie des exercices. Voilà. Et puis, les enfants font les exercices ou pas. Hein, et ils les renvoient et je les corrige. Donc là encore, quand on regarde un petit peu ce qui s'est pratiqué, on a encore là une posture de réception, c'est-à-dire j'envoie des exercices, j'envoie des documents à lire et le jeune donc est là pour regarder et éventuellement donc faire quelques réponses à des questions, mais pas plus. Ce n'est pas encore ce que je voulais. Hein. Je voulais encore une fois rentrer dans un engagement beaucoup plus fort. On va le voir. Dans le troisième cas que j'ai pu observer, j'ai vu aussi, alors du coup, des collègues inverseurs, hein, que je connais par ailleurs, qui se sont dit, bah, c'est très bien, hein, on est en classe inversée. Et qui dit classe inversée, beaucoup font des petites vidéos Zoom hein, avec des contenus scientifiques, notionnels, qu'on envoie aux élèves. Et puis, les élèves regardent et ensuite répondent à des questions. Là encore, on est dans une posture de réception. Et ce n'est pas non plus tout à fait le modèle que je voulais, parce que bien que je sois en classe inversée, je n'envoie jamais des vidéos de contenu, hein, de manière à ne pas mettre en difficulté les élèves, et notamment les miens, qui sont avec des profils très particuliers. Donc, envoyer une vidéo, même si elle n'est que de 5 minutes, sur l'accord du participe passé, j'étais presque certaine que ça n'allait pas pouvoir fonctionner parce que ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je ne fonctionne pas avec ce type de vidéo. Alors, j'ai encore fouillé, regardé autour de moi sur les réseaux et j'ai vu aussi qu'il y avait donc d'autres collègues qui proposaient, donc, et c'est là où je veux les rejoindre, qui proposaient des tâches beaucoup plus complexes. C'est-à-dire des tâches, alors quand on dit complexe, ça ne veut pas forcément dire compliqué, bien sûr, hein, mais simplement, c'est une tâche dans laquelle, en fait, il n'y a pas simplement qu'une consigne, il y a déjà une mission, une investigation, une démarche d'observation, voyez-vous, et c'est pour ça qu'elle m'intéressait, c'est-à-dire qu'on va demander aux enfants, et je vais vous l'illustrer bien évidemment tout de suite par un exemple concret, mais on va demander aux enfants eh bien, de regarder de la ressource. Alors, ça peut être, évidemment, ça peut être pourquoi pas un texte ou une vidéo, mais on ne va pas se contenter de lui dire, bon, maintenant, ben, tu réponds à ces questions. Non, on va lui dire, ben, à partir de tes observations, par déduction, par comparaison, on va essayer de découvrir une notion. Donc, avec des activités que j'appelle des activités réflexives et pas des activités où on se contente d'appliquer des choses que le professeur nous a expliquées. Voilà en quoi mon travail s'est focalisé sur ce point-là, c'est-à-dire donner des activités à distance, mais attention, avec uniquement le label d'activité réflexive. Je voulais absolument que les élèves soient dans une posture de, non pas de je vérifie une notion, mais je construis la notion. Alors, ça vous paraît pour l'instant évidemment extrêmement abstrait, parce qu'il faudrait l'illustrer, et c'est évidemment ce que je vais faire, avec un exemple concret. Alors, à partir du moment où j'ai fait ce choix de me dire, bon, je vais demander et envoyer des tâches complexes à mes élèves, il fallait bien entendu que je sois extrêmement rigoureuse, et encore plus d'ailleurs que je ne l'étais en classe, en établissant un protocole, je l'ai appelé un cheminement, de cette pédagogie à distance. Et j'ai essayé de prendre un peu de la hauteur par rapport à ce que je proposais aux enfants, et j'ai pu observer que je organisais mes tâches que je proposais aux enfants autour de 4 parties. Et on va les voir tout à l'heure. Donc, dans un premier temps, quand je parle de tâches avec une activité réflexive, ça passe d'abord par une phase d'observation. Donc, les enfants, on va leur envoyer donc, un corpus de texte, par exemple, une petite vidéo, attention,
pas une vidéo qui explique, par exemple, l'accord du participe passé, mais une vidéo de mise en bouche, c'est-à-dire elle donne à voir la notion sans la nommer et sans la définir. Donc, on va donner quelque chose à observer à l'enfant. Et ensuite, à partir de cette phase d'observation, on va l'amener à rentrer dans une phase d'investigation. C'est-à-dire à partir de cette, si je prends par exemple la capsule dite de mise en bouche que j'ai ainsi nommée, et si vous le souhaitez, vous pourrez aller voir un petit peu sur Internet en tapant capsule mise en bouche Marie Soulier, vous trouverez des exemples. Eh bien là, vous avez donc, si je prends cet exemple, souvent dans les capsules, je donne donc des exemples, donc des phrases, comme je vous l'ai dit, je suis professeure de français. Donc je vais donner par exemple les différents cas de l'accord du participe passé. Je vais d'abord donner des phrases avec l'accord avec être et ensuite, dans une deuxième partie, que je vais catégoriser en nommant par exemple K1, K2, je vais amener les enfants à observer un autre pan de l'accord du participe passé. Et ensuite, à partir de là, je vais leur dire, bon, vous avez vu le K1, vous avez vu le K2, ben, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a des choses qui sont identiques ou pas? Et par cette investigation que l'on va activer chez le jeune par la comparaison, le classement, la déduction, eh bien, là, on est véritablement dans une activité réflexive. Voilà. Donc, c'est bien ça l'idée, c'est de ne pas nommer, de ne pas expliquer, mais de donner les clés et une progression, bien sûr, pour que le jeune puisse découvrir par lui-même. Et ça, c'est ce que je pratique évidemment en classe inversée quand j'étais face aux élèves et que j'ai voulu adapter, bien sûr, au distanciel. Je ne voulais pas d'un coup repartir sur quelque chose que j'avais abandonné depuis longtemps, c'est-à-dire le cours institutionnel où le professeur fait classe à tout le monde en même temps dans un même lieu. Hein. Ça, c'était quelque chose que j'ai pu pratiquer, mais je m'en suis progressivement éloignée. Dans la troisième phase de ce cheminement de la pédagogie active à distance, viendra l'étape de la proposition de l'élève. Et là, c'est vraiment extrêmement important. Un peu comme une expérience de laboratoire, on observe, on teste et ensuite on émet des hypothèses. Et on donne à voir ces hypothèses à l'enseignant qui est derrière son écran. Et cette phase de proposition, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet assez rapidement à l'enseignant, du coup, de voir à quel moment ou pour quel élève le problème est présent. Lorsque l'hypothèse s'avère être erronée, eh bien là, l'enseignant, qu'il soit d'ailleurs à distance ou en présence, c'est ce que je dis évidemment est valable aussi pour ceux qui ont des cours face aux élèves, eh bien, c'est là qu'on va intervenir et c'est là que va intervenir, bien sûr, des phases peut-être de remédiation, de reprise avec à nouveau, on repart au début avec une autre phase d'observation. Peut-être que le corpus proposé pour ce jeune-là n'était pas forcément adapté ou il y avait peut-être des prérequis dans cette fameuse capsule de mise en bouche qui étaient présents et qui n'étaient pas présents pour tous. Voilà. Donc, cette phase de proposition, troisième étape. Et enfin, la dernière étape, bien sûr, c'est la phase de restitution. C'est-à-dire, à partir du moment où il a émis les hypothèses, où les hypothèses ont été validées, eh bien, le jeune, on va lui demander de faire quelque chose. Alors, on peut l'appeler, moi, je l'appelle chef-d'œuvre. Hein. Vous avez certainement entendu ce terme en classe inversée. C'est une forme de restitution, une forme de compte-rendu. On donne à voir à l'enseignant ce que l'on a pu investir au fur et à mesure de cette progression. Donc, je l'ai symbolisé par ce train. Je trouvais que c'était assez visuel, hein, avec ces wagons, mais on ne peut pas les mettre dans un ordre, voilà, il y a un ordre chronologique à suivre. Et c'est grâce à l'enchaînement, si vous voulez, de ces étapes que le train avance. Alors, de l'autre côté de la gare, pour continuer cette métaphore filée, bien sûr, il y a le professeur. Mais avant, je vais vous proposer, comme je l'ai promis, de vous montrer concrètement ce que ça donne un cours de pédagogie active à distance. Alors, ce que j'ai là à vous proposer, il s'agit tout simplement de quelque chose que je vais faire jeudi. Voilà. Et du coup, il est tout frais, il sort du four. Hein, donc, le cours n'a pas encore été testé. Il s'agit d'une classe de quatrième. Nous sommes dans une séquence théâtre et nous avons vu avec les enfants un certain nombre de textes. Bon, ça, c'est pour vous contextualiser le cours. Là, les enfants, donc,
ont déjà un bagage, hein, assez important de l'histoire théâtrale, dans la littérature, française, essentiellement. Alors, voici donc les 4 et vous allez retrouver donc le cheminement annoncé. Donc ici, vous voyez, sous les yeux, vous avez la phase d'observation. Donc là, pour le coup, évidemment, on est sur du théâtre. Donc je ne vais pas m'amuser à faire une capsule de mise en bouche qui explique ce qu'est, le théâtre de l'absurde. Ça n'a aucun intérêt, mais je vais leur donner à voir un extrait, là, ça s'y prête, de cette mise en scène. Donc dans la phase d'observation, cognitivement, les élèves sont juste des observateurs, hein, on n'est pas de charge cognitive très lourde. Donc, on est là juste, on regarde et ensuite, on va aller un petit peu plus loin. Alors, dans la phase d'investigation, eh bien, on va aller capter déjà, notamment dans une analyse de texte, c'est ce qu'on nous on demande de faire, d'aller chercher les impressions à chaud, hein. Donc là, tu as regardé ça, tu as vu ça, à chaud. Qu'est-ce que tu as à me dire sur ce texte? Alors ça peut être, 1 mot, 2 mots, 3 mots, ça peut être des phrases, peu importe. Mais là, ce que je souhaite, c'est juste de récupérer, l'impression à chaud. Ah, évidemment, en utilisant peut-être aussi, bien les prérequis, hein, puisque je vous l'ai dit, ils ont déjà vu d'autres formes théâtrales. Ensuite, on le voit, dans cette phase d'investigation, on continue à donner à voir d'autres textes et notamment un autre texte qui appartient au théâtre de l'absurde, mais également un autre texte qui, lui, pour le coup, n'est pas dans le théâtre de l'absurde. Et là, apparemment, parmi ces extraits, vous voyez, on va demander à l'élève d'aller un peu plus loin et d'aller dans cette phase d'observateur actif, d'investigateur. Et on va lui demander, à partir des 2 extraits, c'est tout simplement, c'est un peu le chasser l'intrus. Voilà. Qu'est-ce qui ressemble le plus à ce que vous venez de voir précédemment? Donc évidemment, hein, le site de Corneille, normalement, si tout va bien, je vous dirai ça vendredi si vous êtes curieux de savoir comment ça s'est passé, mais normalement, il devrait m'écarter le site de Corneille. Notez également que comme nous sommes dans un enseignement à distance et que bien souvent l'enseignement à distance passe par l'oralité, et c'est un vrai souci pour les enfants qui sont empêchés, hein, parce que c'est vrai qu'à distance, on demande beaucoup, beaucoup de réponses à des questions, de remplir des PDF, des choses à l'écrit. Donc là, pour le coup, j'ai aussi, j'ai pris l'habitude de demander de laisser la place aussi à l'oral, à l'oralité, pour que ces enfants qui sont parfois un peu empêchés par l'écrit, bloqués même parfois, eh bien, ils puissent répondre. Souvent, je laisse le choix avec un module d'enregistrement ou un module d'écriture. Et ils peuvent le faire selon la forme qu'ils souhaitent. Ensuite, il va y avoir donc le 3e wagon. J'espère que vous revisualisez le train que je vous ai montré. La 3e, c'est donc la phase de proposition, c'est-à-dire cette phase où l'élève va émettre des hypothèses. Donc à partir de là, à partir de cette observation de ces 2 théâtres, il va y avoir un passage à l'écrit, alors sous forme là de carte mentale. Ça peut prendre d'autres formes. Là, c'est le choix que j'ai fait. Pour quelle raison? Parce que c'est des cartes mentales que nous avons pas mal manipulées dans la phase, de théâtre. Donc c'est quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire. Donc là, c'est une phase où je l'émets des hypothèses. Donc en quoi, on le dit, cet axe anti-théâtre, pourquoi on parle d'anti-théâtre pour ce théâtre de l'absurde? Et ensuite, évidemment, eh bien, il va y avoir cette phase de restitution. Alors cette phase de restitution, elle aurait pu, donner, lieu à une écriture, une scène par exemple, voire même pourquoi pas une vidéo, ça aurait pu être, sympathique. Mais là, c'était assez, modeste ce que je demande, c'est juste de me dire: «Qu'est-ce que tu as retenu de cette séance?» Donc ça me paraît aussi extrêmement important, surtout à distance, qu'il y ait systématiquement cette phase 4 du compte rendu. Parce que finalement, c'est ce qui va rester. L'activité, elle va être, faite par l'enfant, mais à la fin, sous forme d'entonnoir, au fur et à mesure, il va y avoir forcément une déperdition de l'information et dans le compte rendu, on va saisir ici vraiment, le miel de la séance et ce qui a été le plus important, pour l'enfant. Et là encore, c'est un retour qui est intéressant pour l'enseignant pour voir si on est toujours sur la bonne ligne. Et sinon, il va falloir trouver
d'autres procédures. Donc voilà, j'espère que j'ai éclairé peut-être ce qui était, et je m'en excuse, peut-être un peu trop théorique au départ, mais là, vous voyez, je pense que vous voyez maintenant ce que je disais en introduction, c'est-à-dire l'engagement de l'élève à titre individuel, hein. Ce n'est pas juste tu as un texte et je te pose des questions et tu réponds à ces questions, mais c'est quelque chose de progressif avec ces 4 étapes. Alors, bon, c'est mon protocole, il vaut ce qu'il vaut. Évidemment, on peut l'adapter, mais à chaque fois, il y a cette idée d'activité réflexive et de construction de la notion. Voilà, ça, c'est vraiment mon leitmotiv quand je construis un cours à distance. Alors, reprenons la métaphore du train. De l'autre côté, donc, le chef de gare, hein, est là pour attendre, pour réceptionner, et il va intervenir évidemment. Alors là, pour le coup, j'ai symbolisé ça sous 2 formes, et il va y avoir la phase de correction. Alors, en 2 temps, elles peuvent se faire, en même temps, mais elles peuvent aussi de temps en temps, ça dépend ce que vous avez à quelle est la leçon du jour, mais ça peut être une vidéo collective, une vidéo que l'on fait, qu'on enregistre et qu'on dépose. Alors, il faut faire attention parce que j'ai remarqué que ces vidéos, lorsqu'elles sont au début, les enfants les regardent et puis assez rapidement, comme tout, ils se lassent très, très vite. Et si cette vidéo dure trop longtemps, si elle n'est pas non plus engageante, si on n'utilise pas, par exemple, des outils qui permettent, par exemple, à l'élève d'interagir, je pense à ces vidéos interactives, comme on les trouve avec Edpuzzle, par exemple, pour ne pas le citer, il y en a d'autres, bien sûr, mais ça risque malheureusement de tomber à la trappe, hein. Les enfants ne regardent pas. S'il n'y a pas un engagement, là encore, sur la vidéo, ce sont des adolescents et évidemment, ils ont certainement autre chose à faire lorsqu'ils sont à la maison que de regarder Marie Soulier en train de corriger l'accord du parti passé. C'est pas fun, quoi, hein. Donc, il faut aller avec ce paramètre et faire en sorte que cette vidéo soit attractive et surtout se poser la question de sa finalité. Est-elle importante? Est-ce qu'elle va servir à quelque chose? Si c'est pour faire une vidéo comme ça, c'est pas vraiment important. J'aurais préféré d'ailleurs, bien souvent, j'ai opté plutôt pour la notation individuelle. Alors là, entendons-nous bien, j'ai pas eu la prétention d'écrire systématiquement pour tous mes élèves à chaque fois. J'ai fait souvent sous forme audio. Voilà. Donc, sur le blog de la classe, alors pour la petite tech, le petite ouverture du chapitre tech, moi j'utilise Seesaw. D'accord, que vous connaissez certainement. C'est une plateforme où sont les élèves, où on peut interagir avec eux, on peut déposer des ressources, on peut déposer des capsules. Ils peuvent, il y a un système de messagerie. Bon. Donc, moi, c'est un outil que j'aime beaucoup. Et là, ça m'arrivait bien sûr de poser des annotations audio. Ça va beaucoup plus vite, hein, c'est beaucoup plus spontané. Et j'ai remarqué d'ailleurs beaucoup plus efficace. Les enfants écoutent plus facilement un post audio que une vidéo ou encore pire, un écrit trop long. Ensuite, bien entendu, l'intervention de l'enseignant, c'est au niveau de la vérification par l'intermédiaire, par exemple, de QCM, de quiz, de jeux ou d'escape game. Du coup, je ne suis pas une grande fan d'escape game parce que je suis assez paresseuse. J'aime beaucoup les voir faire chez les autres collègues, mais j'ai du mal, moi, parce que j'ai toujours l'impression de passer des heures à le concevoir pour un temps de jeu. Finalement, il croque l'escape game en quelques minutes et ça me frustre toujours un peu. Mais c'est vrai qu'à distance, c'est quand même un sacré outil. Donc, vous voyez l'intervention du professeur est là, du coup, à la fin de la ligne pour ces activités de correction et de vérification. Alors, avec les outils maintenant, bien sûr, les fameux retours, des différentes étapes, on peut les voir. Bon, moi, j'utilise un outil, que vous avez peut-être, repéré. C'est un outil qui est développé par un prestataire de formation en France qui s'appelle Canopé et cet outil, je pense que c'est ouvert à tout le monde. Ça s'appelle la cuisinière et c'est tout à fait intéressant. Parce que là, c'est du Google, Forms, mais beaucoup plus poussé. Parce qu'on peut individualiser, on peut récupérer, on peut corriger et puis surtout, il y a énormément d'attaches de médias. On peut mettre des liens YouTube sans aucun problème, mettre du son, enfin bon. Les enfants peuvent répondre par son, par vidéo. Enfin, c'est vraiment un très, très bel outil. Donc, il y en a évidemment d'autres, mais
pour info, c'est celui que j'utilise. Alors, maintenant que je vous ai montré et illustré cette séance inversée, sur laquelle d'ailleurs je vous invite tout à l'heure à me poser des questions parce que certainement je n'ai pas été extrêmement claire par souci d'économie de temps. Donc n'hésitez pas à réserver vos questions pour tout à l'heure. J'aimerais maintenant aller un petit peu plus loin et aller observer aussi, vous rendre compte un peu de ce que j'ai pu constater d'abord, comme je vous l'ai dit, des échecs, voilà, sur lesquels j'ai pu rebondir parce que j'aime beaucoup avoir cette posture, on va dire, comme dit Monsieur Mérieux, d'enseignant-chercheur, hein, cet enseignant finalement qui ne passe que pratiquement toute sa carrière qu'à se poser des questions. C'est le métier du doute. Et je trouve que c'est une belle image que se dire que le geste professionnel d'un enseignant, c'est d'abord de douter, hein. Quand on a des certitudes, c'est là que les problèmes arrivent. Donc, ces gestes professionnels, quels sont-ils pour cet enseignement à distance? Je les ai symbolisés, synthétisés par des verbes à l'infinitif, évidemment des verbes d'action, que je vais illustrer à chaque fois avec un exemple terrain pour que vous puissiez vous projeter, quelle que soit votre discipline. Alors, différencier, fragmenter, clarifier, ludifier, engager et modéliser sont, on va dire, les piliers fondateurs de cette pédagogie des petits pas. On va aller les regarder en détail avec un exemple à chaque fois. Alors d'abord, le verbe que j'emploie sans arrêt, c'est pas que je manque de vocabulaire, mais c'est parce que c'est vraiment le verbe favori, c'est l'engagement, hein. Pour moi, un cours réussi, c'est un cours où les enfants sont engagés, physiquement même, avec le corps, hein, dans la salle de classe. Alors évidemment, à la maison, c'est moins, c'est moins vérifiable, certes, mais engagé, ça veut dire que je sens même à distance les enfants qui me posent des questions, qui envoient, qui me disent: «Madame, j'ai envoyé trop tôt, est-ce que je peux reprendre?» Ça, vous voyez, pour moi, ce sont des signes que ça y est, voilà, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc cet engagement, pour faciliter l'engagement, moi, voilà, si j'ai un secret, c'est pas un véritable secret universel, mais enfin bon, disons que c'est un petit peu ce dont j'aime parler, c'est le mot qui va avec l'engagement, c'est la créativité. Voilà. J'ai l'impression, et il y en a d'autres certainement, hein, il y a certainement d'autres secrets que j'ai encore à découvrir. Ma carrière presque va plutôt sur la fin, mais j'ai hâte de découvrir d'autres secrets avant de finir et de fermer la porte une dernière fois. Mais en tout cas, avec l'engagement, moi, je pense que la créativité est une des solutions. J'ai l'habitude de dire qu'il faut absolument, en tant qu'enseignant, ne pas avoir peur de cette créativité. La libérer chez vous, parce que vous en avez tous, quelle que soit la discipline, quel que soit le contexte dans lequel vous travaillez, même si parfois c'est difficile, la créativité, vous l'avez en vous, il ne faut pas avoir peur de la laisser sortir. Parce que c'est quand on la laisse sortir qu'on engage les élèves et qu'on va aller chercher celle des enfants. Ça me paraît fondamental, ce que je vous dis là. Voilà. Libérez votre créativité. Alors, pourquoi je vous dis que c'est difficile de sortir? Parce qu'en fait, maintenant, malheureusement, quand on parle de créativité, on a un côté, alors en France en tout cas, peut-être c'est moins le cas chez vous, mais on se dit: «Ah là là, il va y avoir cette perte de temps. Ah là là, la créativité». Je ne sais pas pourquoi ça ne fait pas sérieux, vous voyez? On a toujours cette impression que même quand d'ailleurs on va parler du mot ludifier, jouer, hein, prendre du plaisir, il y a quelque chose qui est pas sérieux, qui est pas, voilà, c'est pas l'enseignement des Lumières, vous voyez? On a l'impression qu'à l'époque, il fallait souffrir, suer, sang et eau, et là, on était sûr qu'on tenait le bon bout, quoi. Voilà. Moi, j'ai pas cette conception-là. J'ai l'impression que plus je libère ma créativité, plus je vais chercher la créativité de mes jeunes et plus ils sont investis dans ma classe. Et ça, je le vérifie, je vous assure, tous les jours. C'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup garder cet ancrage terrain, parce que c'est là que je vais chercher mon énergie. Alors, privilégier la création, bien sûr, et ça, à distance, on peut le faire. Vous avez des outils numériques qui sont extraordinaires. Voici un exemple tout bête. Vous connaissez tous le réseau social, hein, que les jeunes adorent, hein, le fameux TikTok, hein, tout le monde est là-dessus. Alors, c'est quoi TikTok? Ce sont des vidéos, mais en les observant, figurez-vous que j'ai constaté qu'il y avait chez ces fameux influenceurs qui sont des stars pour nos jeunes, eh bien, il y a
il y a une grammaire cinématographique dans les flashs de ces influenceurs. Il y a une écriture, hein, ils ne font pas n'importe quoi. Et il y a des phases, hein, notamment, il y a la phase d'engagement où on va chercher la personne de l'autre côté de l'écran, en lui disant viens voir, je viens vous montrer aujourd'hui, j'ai des trucs à vous montrer, etc. Et en décortiquant ces vidéos, eh bien, j'ai mis en place. Et là, pareil, vous pourrez aller le voir si vous voulez. À la fin, je vous montrerai mon blog où vous aurez donc la possibilité d'aller voir toutes ces ressources. J'ai pu constater qu'il y avait donc la possibilité de se servir de ça, détourner cette créativité dont les enfants sont friands pour leur dire, tiens, toi aussi, tu peux être influenceur. Et là, j'ai eu cette idée de leur proposer à distance ce fameux tactique les influenceurs de livres, avec bien entendu un modèle que je leur ai donné parce que je travaille beaucoup par modélisation et on va le voir tout à l'heure. Et j'ai invité mes enfants, là, mes jeunes, eh bien, à se produire. Alors peut-être que si on a la chance, on va peut-être en écouter un. Madame Marie, on n'a pas de son, probablement parce que vous n'avez pas partagé le son durant. Exact, exact, c'est vrai. Alors, Alors, bien si vous dommage. voulez, oui, si C'est vous pas. voulez, excusez, si Alors, vous voulez vraiment qu'on l'entende, il faudrait repartager l'écran. repartager l'écran. Donc, j'enlève mon écran et je le remets, c'est ça? Exactement. Juste en cochant, quand vous allez repartager, là, quand vous allez faire partager l'écran, il va y avoir deux petites cases à cocher. Une petite case qui est écrit optimisé pour la vidéo, puis l'autre pour le son. OK, désolée. Pas de Je n'ai problème. pas fait attention à ça. Optimiser pour le clip vidéo et partager. Oui. Partager l'audio, voilà. OK. Bon, après, ce n'est pas non plus fondamental, mais l'idée, c'était de montrer un exemple. Vous me dites, hein, vous m'arrêtez. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais donc vous présenter un nouveau livre. On Donc, je entend vous bien. amène avec moi pour vous présenter le livre du jour. Le livre s'appelle La leçon de piano, écrite par Jeanne Campion. Donc c'est une histoire premièrement frissonnante, émouvante car c'est l'histoire d'une femme muette et de son enfant. Et c'est un livre poétique car cette femme est passionnée de piano. Pour vous présenter les thèmes de ce livre, je dirais famille, passion, découverte, attachement et piano. La vidéo touche à sa fin, j'espère que celle-ci vous a plu. Si oui, n'oubliez pas que chaque jour je poste une nouvelle vidéo sur mon compte. Alors à demain. Alors évidemment, on ne l'a pas posté sur TikTok, hein, vous en doutez. Hein. On a un peu truqué, on l'a fait avec Book Creator. D'accord? Donc, j'ai récupéré les vidéos étaient déposées par les enfants sur ce modèle-là que vous avez, qui est d'ailleurs téléchargeable. Si vous voulez le récupérer, vous irez sur mon blog et vous pourrez le récupérer. Bien, alors continuons, poursuivons avec un autre verbe, modéliser. Alors, modéliser, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai piqué chez vous. Quand je suis venue, j'ai eu la chance de venir plusieurs fois à Montréal et j'ai rencontré des collègues qui utilisaient beaucoup la modélisation. Et ça, je me suis dit, ça, c'est très intéressant, notamment à distance. Parce qu'effectivement, modéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'essaye de faire moi, je montre mes attendus. Parce qu'à distance, ça, c'est rudement important. Quand on prescrit un travail, notamment, je vais dire, un devoir de mathématiques, par exemple, voilà, et qu'on dit aux enfants, écoutez, voilà, vous allez me faire ce devoir de mathématiques. On n'a pas forcément toujours la conscience de ce que perçoivent les enfants. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut tout rédiger? Est-ce qu'il faut, je vais vous dire n'importe quoi, mais souligner en rouge, souligner en bleu? Souvent, on a ces questions quand on est dans du face-à-face, quand les enfants sont présents. Et ces questions-là, d'ailleurs, sont souvent résolues par les pères qui sont à côté et qui disent, mais enfin, tu n'as pas compris, évidemment, il faut souligner en rouge. Bon, eh bien, ça, on ne l'a pas. Donc, il faut compenser. Et je pense qu'il faut le faire pratiquement systématiquement quand l'attendu, quand la prescription est quelque chose d'important, où il y a un véritable enjeu. Un écrit, par exemple, un exercice pour un examen à l'oral,
il faut s'exercer à donner, à voir ce qu'on attend. Alors concrètement, je vais vous donner un exemple, c'est de faire le frère jumeau, quoi. Voilà. Hein. C'est pas de faire exactement le sujet, bien évidemment, hein, mais faire quelque chose qui ressemble et dire aux enfants, voilà, je vous ai fait moi-même ceci et je vous montre. Et là, évidemment, tout de suite, les enfants disent, ah oui, d'accord, ah oui, quand même. Il faut faire tant de pages. Ah oui, je n'avais pas perçu ça comme ça. Et en regardant le modèle, eh bien, on se projette et on voit et on mesure l'ampleur de la tâche. Et c'est en ça aussi qu'on s'engage dans la tâche. Parce qu'on se dit, oulala, il y a quand même pas mal de travail. Alors, un exemple, lors du confinement, j'avais envie de faire travailler l'écriture et l'oralité, hein, de faire les deux. Et m'est venue l'idée, nous étions complètement confinés, on n'avait pas le droit de sortir à plus d'1 kilomètre de chez soi. Donc, je me suis dit, ben, je vais leur faire un audio guide de leur village et on va mutualiser. Puisqu'on est tous à distance, on est tous confinés, on va tous faire l'audio guide du village. Donc, le village, ça va, hein, on est à côté, on peut sortir et on peut embarquer les parents. Et pourquoi pas, du coup, amener les parents à travailler aussi là-dessus. Alors, c'est comme ça qu'on est partis tous en expédition. Voilà. On est tous partis, moi y compris, et j'ai fait et j'ai montré mon audio guide. Voilà, ça avait cette tête-là. Alors, il y avait le nom du village, n'attendez pas non plus une thèse là-dessus. Hein. Ça restait des enfants, c'était des petits, ceux-là, c'était des 6e. Donc, les pauvres, en plus, ils commençaient par une année compliquée. Donc, je leur avais dit 1 ou 2 photos, un petit texte, et puis, bien sûr, une petite oralité. Hein. Voilà, une petite trace orale. Et puis ensuite, vous m'envoyez les fichiers et je m'arrange pour que, voilà, que le rendu soit sympathique. Et j'ai fait avec un site qui s'appelle Easy Travel, j'ai fait en fait un audio guide avec la carte de notre, de notre canton, enfin région, avec les différents points et c'était super sympa. Parce que comme ça, on a pu échanger. Et voilà une façon aussi de faire, d'investir aussi du coup la technologie. Mais en mettant le modèle. Et donc, évidemment, quand j'ai posté mon village, les enfants ont découvert là où j'habitais avec des photos. Et quelque part, quand on modélise, hein, qu'on donne, on se met un peu en danger, c'est vrai. Hein, c'est vrai. Parce que souvent, d'ailleurs, l'enfant dit, Madame, c'est parfait ce que vous avez fait. Non, ce n'est pas forcément parfait. C'est mon modèle, mais après, peut-être que toi, tu vas faire mieux, tu vas me dépasser. En tout cas, c'est ça l'idée, c'est de travailler cette modélisation. Et je vous avouerai que maintenant, je le fais systématiquement, hein, même si on est revenu en classe. À chaque fois qu'il y a quelque chose d'important, je le fais. 3e verbe, la fragmentation. Et là, je vois qu'il faut que j'accélère parce qu'il me reste que 5 minutes. Alors, fragmenter, c'est découper. Effectivement, là aussi, on est à distance. Donc, quand on donne une consigne et qu'on la lâche comme ça, eh bien, on se dit, parce que justement la proximité n'est pas là, qu'il y a peut-être des enfants qui, d'une, ne vont pas la comprendre et s'ils ne la comprennent pas, vous ne saurez jamais à quel moment vous les avez perdus. Donc, du coup, la logique m'est venue. Il a fallu le confinement pour que j'arrive enfin à comprendre que c'est important, comme quoi on apprend tous les jours hein, et qu'on fait des erreurs aussi. Eh bien, suite à un échec, où j'ai posté en fait un sujet de rédac, ça a été une cata totale. Je me suis rendu compte que les enfants avaient pas, il y avait plus d'hors-sujet que d'habitude. Je me suis dit, mais comment ça se fait? C'est parce que tu n'es pas là. Oui, peut-être, mais c'est surtout aussi parce que les autres ne sont pas là. Donc, c'est vrai que quand on donne un sujet en classe, il passe toujours du temps à des questions. Voilà. Madame, parce qu'il y a le stress de l'examen, le stress de la note. Madame, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, cette fragmentation me paraissait essentielle. Je vais vous embarquer maintenant tout de suite dans ma fragmentation comme exemple pour un récit d'aventure. Premier jour, voici un exemple de l'étape 1. J'ai juste envoyé sur le blog cette photo. C'est exactement celle-là que j'ai envoyée, avec ce message. Alerte, alerte, que va-t-il se passer? Ça, c'était le lundi. Et j'ai laissé faire. Je n'ai pas dit plus. J'ai laissé un petit peu mariner, comme on dit, hein, et j'ai vu, il y a des enfants qui ont commencé à dire oh, c'est bizarre, on va trouver un trésor. Ah, mais tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et moi, évidemment, derrière, je faisais la naïve, quoi. Je posais des questions. Ah bon, mais où, mais comment? Et vous voyez déjà, c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'on rentrait déjà dans le sujet progressivement. Le jour suivant, j'envoie cette carte. Alors, j'envoie la carte et sur la carte,
j'envoie juste la carte. Voilà. Et il y avait des vignettes. J'avais mis des petites vignettes. Sur Sisto, c'est pratique. On peut mettre des petites images, tout ça. Et j'avais dit aux enfants, ben, écoutez, voilà, dans la bouteille, il y avait une carte. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec cette carte. Alors, du coup, ben, ils ont commencé à construire, à dessiner sur la carte. Puis, la fois d'après, quelques jours plus tard, j'envoie ce bonhomme, un silhouette. Et je leur dis, ben, peut-être qu'il faudrait décrire ce personnage, une histoire, il y a des personnages. Et vous voyez, ainsi de suite, et on a continué à fragmenter jusqu'à la fin où j'ai donné le sujet, écris ton récit d'aventure, voyez-vous. Et c'est ça, cette idée de fragmentation. Et ça me paraît essentiel à distance. Parce que du coup, vous voyez, comme vous donnez les étapes, vous voyez celui qui pêche, à un moment donné, il y en a un qui bloque sur la carte, vous le voyez, vous le repérez, et là, vous pouvez le prendre, même à distance, en cours pas particulier, mais lui dire attention, là, tu vois, il manque ça, il manque ça. Troisième verbe, clarifier. Clarifier parce que même si j'essaye d'être toujours très claire dans mes consignes, on n'est jamais très bon, en fait. Ça, je m'en suis rendu compte. Même si je pensais être claire, je me suis rendu compte que systématiquement, en classe, c'est le cas, vous en avez toujours un ou deux qui n'a pas compris. Voilà. Alors, on dit, oh, il n'a pas écouté. Non, peut-être que tu t'es mal exprimé aussi. En tout cas, pour lui, ce n'était pas suffisamment clair. Alors, m'est venue l'idée d'utiliser à distance des testeurs. Les testeurs, c'était des enfants que je prenais au hasard toutes les semaines, je changeais. J'en prenais 2 par classe, vous les avez là sur le visuel. Et je les prenais en visio, ceux-là. Et je leur disais, voilà, j'ai besoin de vous. Je vais dans la semaine donner un travail et voici la consigne. Je ne vous dis pas ce que c'est, je ne vous donne pas les documents, tout ça. Je veux juste que vous regardiez la consigne. Et on échangeait 5-10 minutes en vidéo et il me disait, non, là, ce mot-là, ça ne va pas, madame, ça, c'est trop compliqué. Qu'est-ce que vous avez voulu dire là? Ce n'est pas bon, ça, non. Non, là, il faut reprendre. Donc, peut-être que ça, vous pourriez dire comme ça. Et alors, en leur donnant cette responsabilité, d'abord, ça les a rendus autonomes et ils sont tous passés. Hein. Je les ai tous pris pour les 2 classes que j'avais. Et ça m'a drôlement rendu service. À tel point que parfois, je me suis dit, mais mon Dieu, mais ce n'est pas possible. Je me suis remise en question sur ma façon de poser les… Et même encore aujourd'hui, ça me traumatise. Hein, quand je dis quelque chose en classe, j'ai toujours besoin d'avoir un testeur qui est là, je lui dis avant, je lui dis dans l'oreille, je vais dire ça, tu penses que c'est bon? Oui, oui, c'est bon, ça c'est clair. Ok, très bien. Et en fait, je me suis rendu compte que la perception qu'ont les enfants, c'est encore une question de fragmentation au niveau de l'attendu entre ce que j'attends moi, ce que je pense avoir dit et ce qu'ils ont évidemment compris et perçu. Donc ça, c'est très important. Dans la clarification aussi, et c'est en ça que je suis une grande adepte des pédagogies actives et notamment la classe inversée, je mets en place depuis maintenant pas mal de temps, mais là aujourd'hui je deviens pas experte, mais je commence à bien le connaître. J'utilise notamment pour la langue, mais on peut le faire dans les matières scientifiques, ça s'y prête aussi, utiliser ce qu'on appelle les lames, c'est-à-dire des leçons à manipuler. Donc, la leçon à manipuler, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, toute la leçon est là, voilà, dans un ordre différent. Et il va falloir recaser, remettre, replacer. Là, vous en avez un exemple qui est un peu flou, certes, je vous l'accorde, mais vous voyez l'esprit. Donc, manipuler une notion pour pouvoir, bien sûr, trouver de l'engagement auprès de l'élève. Donc, ça aussi, ça rentre dans la clarification. Manipuler pour mieux clarifier. Et puis la ludification. Alors, je ne vais pas rentrer dans toutes les techniques de jeu, d'escape game, etc. Mais un truc simple, par exemple, c'est l'inversion des rôles. Voilà. Par exemple, leur dire à distance, je suis l'élève et nous allons terminer notre voyage, donc vous allez me préparer un contrôle. Donc, c'est eux qui font le contrôle, c'est moi qui réponds aux questions et c'est eux qui corrigent et qui me font un compte rendu de la correction en visio. Alors là, je ne vous dis pas, évidemment, c'est très douloureux pour moi, parce que je fais évidemment plein de fautes et il faut qu'il m'explique, et comme je ne comprends pas grand-chose, il faut qu'il rentre vraiment dans une explication très, très simple et très fine. C'est très amusant, mais c'est extrêmement formateur. Et puis, dans la ludification, bien sûr, il y a toute la partie technologique, numérique. Alors là, j'ai trouvé une pépite. Bon, je ne sais pas s'il y a des professeurs de français dans la salle, j'imagine que oui. Moi, j'aime beaucoup ce site qui s'appelle Moi qui.
Et ce moi-qui, il permet en fait de créer des histoires à tiroir, des écritures à tiroir, à distance, vous voyez. C'est vraiment sympa. Donc, en fait, vous bâtissez, on va dire, l'architecture. Là, j'ai préparé un truc avec les, comment ça s'appelle, les Pokémon, là, pour les 5e. C'est en cours de construction. Et je crée l'architecture, si vous voulez, hein, avec, donc, ils choisissent le héros, et puis au fur et à mesure, la situation initiale, et puis au fur et à mesure, ils écrivent, en fait. Voilà. Ils rentrent dans l'interface et ils écrivent l'histoire. Alors, j'ai fait mes blocs, voilà, j'ai préparé mes blocs, et puis eux, ils ont à compléter. Et ça, c'est très intéressant parce qu'après, le rendu est sympathique. Hein, c'est un rendu un peu style jeu vidéo, vous voyez, avec une interface assez sympa. Voilà, il y a un côté interactif. Voilà, on clique sur des boutons, ça s'adapte bien au téléphone. Donc ça, je continue d'ailleurs à l'utiliser. Donc dans la ludification, on pourrait rester des heures, mais ce n'est pas le propos. Bon, des jeux en ligne, hein. Alors là, c'est Educaplay. Bon, Educaplay, c'est un peu comme, comment ça s'appelle, Learning Apps, hein, vous voyez, c'est toutes ces séries. Là c'est un garçon qui a fait ce petit travail. Voilà, moi, j'aime beaucoup leur donner les clés de la maison. Et puis après, à eux, évidemment, de s'emparer de l'outil. Je crée un compte. Alors, je crée un compte. Hein. Je crée un compte pour la classe et je leur donne le mot de passe, et puis ils vont créer des jeux. Ce qui me permet évidemment après d'aller tout simplement corriger un petit peu ce qu'ils font. Et après, les mettre à disposition pour toute la classe. Et puis après, la différenciation, bien sûr, hein, là encore, c'est un vaste sujet. Dans la classe inversée, j'utilise beaucoup le plan de travail. Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence un jour peut-être sur comment on conçoit les plans de travail. Qu'est-ce que c'est qu'un plan de travail? Je ne rentre pas aujourd'hui dans le détail, mais ça permet de la mise en activité, cet engagement dont j'ai parlé, mais là, du coup, plus individualisé. Et enfin, ce qui manquait, c'était cette pédagogie collaborative, hein, parce que tout ça est bien beau, mais c'est vrai que le groupe K s'explose et ces relations dont vraiment les sciences de l'éducation nous ont prouvé que c'était important ce travail en groupe, ça disparaît. Alors, comment faire pour recréer? Eh bien là, pareil, je dirais libérer votre créativité. C'est elle qui va vous sauver. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs? On peut faire plein de trucs à plusieurs. On peut faire des expériences à plusieurs. On peut résoudre des exercices de mathématiques à plusieurs. On peut challenger comme ça des classes. Alors moi, évidemment, hein, dans ma matière, je passe beaucoup par l'écriture. Et là, vous voyez, un travail collaboratif à distance, c'était la création d'une série que peut-être un jour vous verrez sur Netflix, hein, qui sait, on ne sait jamais, qui s'appelle Ces regards qui se croisent. On n'en est qu'à la saison 1, hein, mais on a déjà écrit le synopsis de 10 épisodes. Et les enfants, en fait, ont écrit. Alors, ils ont été rassemblés en studio et chaque studio, bien sûr, a produit à partir de ces histoires. Alors, c'est des histoires d'amour, hein, parce que ça faisait partie de la thématique. Voilà, et les enfants ont écrit. Alors, il y a une partie qui s'est faite à distance, une partie en présence. Ça, en fonction de ce qui s'est passé. Mais voilà, une écriture collaborative, ça peut être quelque chose qui recrée du sens. Et on peut aller même plus loin. Et avec les tout petits dont je vous ai parlé tout à l'heure, là, j'ai même réussi à faire quelque chose qui était très important pour moi, c'était de les laisser faire des visios sans moi, avec des 6e, hein, c'est-à-dire leur donner un sujet et leur dire, écoutez, je vous donne les clés de la salle de conférence, comme là, par exemple, un Zoom, et vous allez y aller, et vous allez y aller pour vous réunir sans moi. Alors, vous allez me dire, OK, mais quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait sans toi, ces enfants-là, alors qu'ils sont quand même assez jeunes? Eh bien, alors, j'avance parce qu'évidemment que j'ai fait la bêtise de fermer le Geniali. Ça, vous en êtes certainement rendu compte. Eh bien, en fait, je leur avais concocté un procès. On avait étudié une œuvre littéraire et je leur avais demandé, c'était le roman de Renard, pour ceux qui connaissent peut-être, voilà, mes petits avocats. Et j'avais contacté les 2 classes et j'avais dit, voilà, la défense pour l'une, l'accusation pour l'autre. Et j'avais évidemment dit que j'étais moi la présidente du tribunal. Et le jour J, le jour du procès, c'était des duels qui arrivaient, 2 de la classe 6e 3, 2 de la classe de 6e 4, et c'était des battles autour de
le personnage principal, ce coquin de renard qui fait que des bêtises dans ce roman. Et donc, il fallait envoyer des arguments. Et évidemment, pour qu'ils s'organisent, ces jeunes, je leur avais créé un Padlet avec de quoi déposer des idées et puis l'ouverture, donc avec la salle, avec des modérateurs de salle, et ils se donnaient rendez-vous. On avait fait un planning et tout, c'était vachement sympa, hein, très organisé. Ils avaient des heures de rendez-vous où ils pouvaient échanger et dire bon, ben alors sur le Padlet, j'ai vu que tu avais mis cet argument, mais moi je ne suis pas d'accord, fais attention, ils risquent de nous dire ça. Bon, voilà. Et ça a permis de recréer du lien. Et ils ont adoré, et les parents aussi. Et aujourd'hui, qu'en est-il de cette pédagogie des petits pas? Et je conclurai sur ça, Maxime. Eh bien, tout simplement, j'ai pris l'habitude de continuer cet enseignement, on va dire, à distance. Et notamment, même si on est tous revenus en classe aujourd'hui et qu'en France, on n'a pas su vraiment tirer toutes les leçons peut-être de cette hybridation, eh bien, j'ai continué à la mettre en place, et notamment avec tous les enfants empêchés qui souvent, finalement, ces absents de l'ombre, qui sont absents des fois une journée, 2 journées, mais parfois un peu plus longtemps, eh bien, on est rentré dans cette pratique-là avec systématiquement une classe Zoom qui est ouverte. Et là, la petite que l'on voit, eh bien, c'est quelqu'un qui est à la maison, qui est absent, et elle travaille avec cet élève qui est à distance. Donc ça, je trouve que ça m'a apporté personnellement beaucoup, cette période, parce que ça m'a permis, encore une fois, de ce déséquilibre dont je vous ai parlé tout à l'heure, où bien des fois, je me suis cassé la figure, et je vous l'ai dit, notamment au travers des consignes, eh bien, j'ai pu remarquer qu'en nous, nous avons énormément de ressources, et que comme un enfant, eh bien, on continue à apprendre, et sur ce long chemin qu'est la pédagogie. Hein. Tous les jours, on apprend, et on apprend d'eux. Et c'est vrai que j'ai trouvé cette période extrêmement riche. Personnellement, dans mes gestes professionnels, j'ai énormément appris. Voilà. Ainsi se termine cette pédagogie des petits pas. J'espère ne pas vous avoir trop perdu sur ma route, parce que c'est vrai que c'est compliqué parfois de parler un peu comme ça dans le vide, et on ne sait jamais si on a tout le monde. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de partager cette modeste expérience. J'espère que vous avez pu y trouver parfois quelques idées, peut-être au contraire quelque chose que vous allez rejeter en bloc, et c'est déjà bien, mais quand on rejette, on se positionne et on avance. Mais en tout cas, c'était dans cet esprit que j'avais accepté l'invitation, et je suis très, très contente et très fière d'avoir animé ce petit atelier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Soulier, on peut arrêter le partage d'écran. Il y a eu plusieurs beaux commentaires dans le clavardage, quelques questions aussi. Il reste encore un petit 2-3 minutes. S'il y en a qui ont des questions, qui voudraient lever la main, y aller de façon orale avec le micro ouvert, c'est permis de le faire. Donc, si vous aviez commentaires ou questions à formuler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire dès maintenant en levant la main. En passant, pour lever la main, là, dans le Zoom, il y a un bouton réaction. Il faut appuyer dessus, et ensuite, vous avez accès à l'icône qui est écrit lever la main. Sinon, Madame Soulier, on avait noté quelques petites questions pour vous Oui. En cours de route. Première question, comment faites-vous pour mesurer la créativité des jeunes? Est-ce que vous avez des outils de feedback, par exemple, à cet effet qui pourraient permettre de mesurer cette créativité-là? Oh, j'en ai un absolument remarquable. Le sourire des enfants. Je crois que c'est l'outil le plus fiable pour mesurer cette créativité. Car quand on dit mais créativité, bien sûr, ça veut dire qu'on génère du plaisir. Hein. Quand on est créatif, qu'on produit des chefs-d'œuvre qui sont exposés, quelle que soit la qualité, je ne parle pas de la qualité, je parle juste de cet engagement. Eh bien, on génère du plaisir chez les enfants, beaucoup de fierté, et c'est ça qui, pour moi, est mon curseur. Voilà. Derrière, bien entendu, je sens la question, mais comment on évalue, bon, on évalue comme toute production, hein. Mais avant de passer de parler de l'évaluation, d'abord, on n'évalue pas systématiquement. On peut aussi faire des choses en classe juste pour le plaisir de lire, le plaisir d'écrire, le plaisir de résoudre des équations mathématiques.
de challenger son professeur, de lui dire: «Attends, tu vas voir, je vais t'avoir hein, sur le théorème de Pythagore, tu es pas complètement au point, moi je vais t'apprendre des choses». C'est ça qui est intéressant, c'est que, à partir du moment où on va dégager, comme je vous l'ai dit, cette créativité en nous, trouver des idées et c'est ça le plus peut-être pas le plus difficile, mais c'est ce qui notre institution, parfois, broie ça, d'accord? Elle broie chez l'enseignant cette créativité qu'il a en lui parce que quand même, quand on devient enseignant, c'est pas par hasard, hein. On a quand même en soi envie de transmettre et on n'a pas envie de transmettre, de la dépression. On a envie de transmettre du sourire, de l'énergie, de la positivité, d'accord? Et ça se quantifie pas, hein. On va pas dire, «Bah, tiens, je vous donne 1 kilo de sourire aujourd'hui, hein, et tu auras 20/20». Non, je crois que c'est quelque chose qui est au-delà du radar, des institutions telles qu'on nous les donne avec nos évaluations, nos curseurs et cetera. Moi, je crois que, pour répondre à la question, ce qui se mesure, c'est l'engagement des enfants, voilà. Quand vous avez une classe comme à distance avec ces 2 petites, classes de 6e, comme je vous l'ai dit, ils arrivent au collège et ces pauvres gamins, au bout de quelques mois, pouf, tout s'arrête, et qu'on arrive à les récupérer, qu'on arrive le vendredi à avoir mes réunions avec mes petits testeurs et de voir que toute la semaine, ça n'arrête pas, les SMS sur le blog, Madame, j'ai fait ça, regardez, hein, hein, et qui sont fiers et qu'il y a même les parents derrière qui sont derrière et qui regardent. Moi, je crois que ça me suffit. Je pense que là, on a quelque chose. Alors, je ne veux pas vous le mesurer en disant ils ont eu tant sur 20, tant sur 100. Non, mais ils ont quelque chose, ils ont vécu quelque chose et on continue d'ailleurs de vivre quelque chose par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est génial comme réponse. Merci beaucoup, Madame Soulier. Il est 15h02, donc on a dépassé un petit 2 minutes. C'est pas très, très grave. J'en profite pour vous remercier, Madame Soulier, au nom de Fadio, de tous les participants. On a eu plus de 155 personnes qui se sont connectées avec nous cet après-midi ici sur Zoom. Un immense merci pour votre collaboration. Très généreux. Puis je vous avais bien décrit d'entrée de jeu une vraie femme de terrain. C'était exactement ça, avec plein d'exemples concrets, pratiques. J'ai adoré votre présentation. Merci beaucoup. Je vais demander à ma collègue Sarah d'afficher le partage d'écran, juste des petits messages avant de se quitter pour une autre conférence. Mes collègues également ont déjà placé les liens dans le chat, donc on va apprécier les activités une après l'autre. Je vous conseille de placer ce formulaire de Google Forms-là peut-être dans votre barre de favoris, le remplir au fur et à mesure et nous l'envoyer à la fin de la semaine si vous le voulez bien. Votre badge, au bout de 3 activités, vous pouvez réclamer votre badge événementiel gracieuseté de cadre 21, donc à déposer ensuite dans votre portfolio de développement professionnel. Énorme merci à l'ensemble de nos partenaires, plus précisément au ministère de l'Éducation qui rend cette semaine de la formation à distance-là possible tout à fait gratuitement pour l'ensemble de... Cette année, on a plus de 1650 participants, donc c'est vraiment génial. Merci à tous et à toutes pour cette belle contribution. On vous invite à notre cocktail de clôture. Je vous invite déjà, on est seulement lundi 15h, mais vendredi 14h, on finit ça en beauté avec plein de prix à gagner. La présence du REFAD, donc un partenaire à nous. C'est un rendez-vous. Si vous n'êtes pas déjà inscrit, vous pouvez aller reprendre le formulaire d'inscription et vous inscrire à notre cocktail de clôture. Merci à ceux et à celles qui se sont connectés de la France, bien sûr, à Madame Soulier, qui se sont connectés de la Belgique, du Maroc et autres pays avec un décalage de 6 heures. Je vous souhaite une belle soirée à vous. Peut-être il vous reste encore de l'énergie pour notre conférence de 16 heures. Conférence avec monsieur, je vais aller tout de suite dans mon horaire avec monsieur René Bélanger du Cégep de Matane. On vous attend à 16 heures pour jaser de transition des personnes enseignantes du collégial vers les dispositifs hybrides de formation. Donc, c'est un rendez-vous dans moins de 60 minutes. Si vous reste de l'énergie, moi, il m'en reste encore. Ma collègue Sarah aussi, il en reste encore plein. C'est elle qui sera votre maître de cérémonie pour la prochaine heure. Je vous remercie encore de votre présence. C'est très apprécié. Puis je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.